Les lumières de la cabine s'atténuèrent, tandis que les passagers prenaient place pour le vol de nuit, reliant Rome à Tel Aviv. Parmi eux se trouvait une femme d'une trentaine d'années, vêtue de l'uniforme impeccable de la compagnie El Al Israel Airlines. Ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon net, son maquillage discret et professionnel. Elle souriait chaleureusement aux passagers lors de l'embarquement, aidait une femme âgée à ranger son bagage à main et démontrait les consignes de sécurité avec une aisance acquise par l'expérience. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une hôtesse de l'air, de plus entamant un service routinier. Pourtant, sous cette façade professionnelle, se cachaient des années d'entraînement spécialisé au combat, rapprochées à la dissimulation d'armes et à la préparation psychologique nécessaire pour tuer sans hésitation. Son nom ne figurait sur aucun registre officiel d'El Al. Son uniforme n'avait pas été délivré par la compagnie aérienne, mais par la division de planification opérationnelle du Mossad. Et le vol sur lequel elle travaillait était sur le point de devenir le théâtre de l'une des opérations antiterroristes les plus audacieuses de l'histoire de l'aviation. C'est l'histoire de la manière dont le renseignement israélien transforma un avion de ligne en piège, de la façon dont une seule opératrice risqua tout pour empêcher un détournement qui aurait pu coûter la vie à des centaines de personnes, et de la manière dont la guerre invisible contre le terrorisme se joua à 30 000 pieds d'altitude, là où il n'y avait nulle part où fuir et aucune marge d'erreur. La femme chargée d'exécuter cette mission était née sous le nom de Rachel Stein en 1951, dans un modeste appartement de Haïfa. Elle était la fille de survivants de la Shoah, arrivés en Palestine sans rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient et des souvenirs qu'il tentait désespérément d'oublier. Son père avait survécu à Auschwitz. Sa mère s'était cachée pendant 2 ans, dans la cave d'un paysan polonais, écoutant à travers le plancher les patrouilles nazies fouiller la maison au-dessus d'elle. Ils s'étaient rencontrés dans un camp de personnes déplacées. À Chypre, s'étaient mariés en quelques semaines, puis avaient embarqué pour le nouvel État d'Israël avec des milliers d'autres survivants cherchant refuge dans une patrie à la fois ancienne et toute nouvelle. Rachel grandit en entendant des fragments d'histoire que ses parents ne pouvaient pas raconter entièrement, en voyant son père se réveiller de cauchemars dont il ne parlait jamais, en remarquant les mains de sa mère trembler lorsque des touristes allemands parlaient sur les marchés. Dans son foyer, la Shoah n'était pas une histoire abstraite, c'était le traumatisme fondateur qui façonnait tout depuis la protection farouche de ses parents, jusqu'à leur conviction absolue que les Juifs ne devaient plus jamais être vulnérables à ceux qui voulaient leur faire du mal. Elle excellait à l'école, montrant des aptitudes particulières pour les langues et les mathématiques. À 14 ans, elle parlait l'hébreu, l'anglais, le français et l'arabe, avec des niveaux de maîtrise variables. Ses enseignants remarquaient son sang-froid exceptionnel, sous pression, sa capacité à rester calme lorsque les autres élèves paniquaient pendant les examens ou les confrontations. Elle n'était pas émotionnellement froide, mais possédait une intensité contrôlée qui la faisait paraître plus mûre que son âge. À 17 ans, comme tous les citoyens israéliens, Rachel commença son service militaire obligatoire. Elle fut affectée au corps du renseignement, où ses compétences linguistiques et analytiques furent rapidement reconnues comme des atouts précieux. Elle travailla d'abord comme traductrice, traitant des communications interceptées, provenant d'unités militaires arabes, apprenant à distinguer les bavardages routiniers des informations opérationnellement significatives. Ce travail exigeait une concentration intense et une grande discrétion. Les analystes du renseignement manipulaient des informations classifiées qui ne pouvaient jamais être évoquées
en dehors des installations sécurisées, développant des habitudes de secret qui devenaient une seconde nature. Au cours de son service, Rachel fut recrutée pour un programme de formation spécialisé qui ne reçut jamais de nom officiel, mais que les participants appelaient simplement le cours. Il était conçu pour identifier et former des opératrices capables d'assumer des rôles nécessitant un accès social que les agents masculins ne pouvaient pas obtenir. L'entraînement était éprouvant, combinant les techniques classiques du renseignement avec des compétences spécifiques aux opérations où le genre pouvait être exploité comme un avantage opérationnel. Elle apprit la surveillance et la contre-surveillance, comment suivre des cibles dans des rues bondées sans être remarquée, et comment reconnaître le moment où elle-même était observée. Elle étudia le déguisement et la construction de personnages transformant son apparence et ses comportements pour correspondre à chaque rôle exigé par une mission. Elle s'entraîna aux armes à feu, apprenant à tirer avec précision, sous stress, à démonter et remonter des armes dans l'obscurité et à reconnaître différents types d'armes au son seul. Plus importante encore, elle apprit des techniques de combat rapprochées, conçues pour des situations où les armes à feu étaient indisponibles ou inutilisables, des méthodes permettant de neutraliser une menace avec un minimum de force dans des espaces confinés, comme des ascenseurs des salles de bain ou des cabines d'avion. La formation psychologique fut peut-être l'élément le plus exigeant. Les services de renseignement comprennent que la capacité de tuer n'est pas naturelle pour la plupart des individus, et que presser une détente ou enfoncer une lame nécessite de surmonter de profondes barrières psychologiques inculquées par la civilisation. Le cours incluait des exercices destinés à désensibiliser les opérateurs à la violence, afin que l'acte létal devienne routinier plutôt que traumatisant. Rachel participa à des entraînements en situation où elle s'exerçait à tuer des mannequins habillés comme des civils, apprenant à compartimenter l'acte et ses implications morales pour se concentrer sur les objectifs de la mission plutôt que sur l'humanité des cibles. Les instructeurs soulignaient que l'hésitation pouvait signifier la mort, que dans les situations opérationnelles, il n'y aurait pas de temps pour la délibération morale et que la décision d'utiliser une force létale avait déjà été prise par des supérieurs ayant autorisé la mission. Le rôle d'un agent était l'exécution, non le jugement. Après avoir terminé le cours, Rachel passa 3 années à occuper divers postes opérationnels au sein du renseignement militaire, puis du Mossad. Elle mena des missions de surveillance dans des villes européennes, suivant des opérateurs palestiniens présumés qui utilisaient les capitales occidentales comme base pour planifier des attaques contre des cibles israéliennes. Elle se fit passer pour une étudiante universitaire à Paris, se liant d'amitié avec des étudiants arabes, afin d'identifier ceux susceptibles d'avoir des liens avec des organisations militantes. Elle travailla comme secrétaire dans une société d'import-export à Beyrouth, qui était en réalité une couverture du Mossad, recueillant des renseignements sur les activités militaires syriennes au Liban. Chaque mission renforçait son entraînement, lui apprenant à maintenir une couverture sur de longues périodes à mentir, de manière convaincante, à des personnes qui lui faisaient confiance et à compartimenter le coût psychologique de la trahison de ceux qu'elle avait fréquentés à des fins opérationnelles. En 1978, Rachel s'était imposée comme une agente fiable dotée de compétences particulières dans les opérations nécessitant une infiltration sociale. Elle parlait l'arabe avec suffisamment d'aisance pour se faire passer pour libanaise dans une conversation informelle, incarnait des identités européennes de manière assez crédible pour se fondre dans des milieux sociaux occidentaux et possédait une résilience psychologique suffisante pour supporter l'isolement inhérent au travail sous couverture profonde.
lorsque le Mossad commença à planifier une opération nécessitant l'insertion d'un agent armé à bord d'un vol commercial, déguisé en membre d'équipage, le profil de Rachel en fit une candidate évidente. L'opération prit naissance à partir de renseignements indiquant qu'un groupe militant palestinien préparait le détournement d'un vol d'El Al au départ d'une ville européenne. Le vol précis et la date restaient incertains, mais des communications interceptées suggéraient que l'attaque était imminente et qu'elle impliquerait plusieurs pirates de l'air, utilisant des armes introduites à bord en exploitant des failles de sécurité identifiées par le groupe. El Al, la compagnie nationale israélienne, avait été une cible fréquente du terrorisme palestinien depuis sa création. Entre 1968 et 1978, la compagnie avait subi de nombreux détournements, fusillades et tentatives d'attentats à la bombe qui avaient coûté la vie à des passagers et à des membres d'équipage, démontrant que même les avions israéliens étaient vulnérables face à des attaquants déterminés. Chaque incident avait entraîné des améliorations de sécurité, allant de la présence de Sky Marshals armés à bord à des protocoles de contrôle des passagers renforcés. Mais les services de renseignement savaient qu'aucun système de sécurité n'était parfait et que des attaquants déterminés disposant d'informations internes pouvaient potentiellement déjouer même les défenses les plus sophistiquées. La menace qui pesait sur El Al en 1978 était particulièrement préoccupante, car les renseignements suggéraient que le détournement prévu ne visait pas une prise d'otage destinée à obtenir des concessions, mais une attaque suicide destinée à précipiter l'avion sur une zone densément peuplée, tuant tous les occupants et maximisant les victimes au sol. La division antiterroriste du Mossad élabora un plan audacieux, même selon ses propres standards. Plutôt que de se contenter de renforcer la sécurité et d'espérer dissuader l'attaque, elle décida d'insérer un agent directement sur la trajectoire des pirates de l'air, créant une surprise mortelle destinée à neutraliser la menace avant même que les passagers ne réalisent qu'ils étaient en danger. L'agente se ferait passer pour une hôtesse de l'air, se positionnant pour observer les passagers lors de l'embarquement, identifier les pirates potentiels sur la base d'indicateurs comportementaux et de profils de renseignement, puis les éliminer avant qu'ils ne puissent agir. L'opération exigeait une précision extraordinaire, car la moindre erreur pouvait entraîner la mort de passagers innocents, provoquer un incident international, détruire la crédibilité d'Israël et exposer les méthodes du Mossad. Rachel fut informée de la mission dans une installation sécurisée à l'extérieur de Tel Aviv. L'officier chargé du briefing expliqua que le renseignement avait identifié 3 hommes susceptibles de tenter de détourner le vol 426 reliant Rome à Tel Aviv le 15 septembre 1978. Ces hommes appartenaient à une faction dissidente du Front populaire de libération de la Palestine, une organisation marxiste-léniniste qui avait été pionnière dans l'utilisation du détournement d'avions comme tactique terroriste. Ils avaient obtenu de faux documents de voyage, les présentant comme des hommes d'affaires italiens réservés des sièges séparément afin de ne pas paraître voyager ensemble et prévoyaient d'attendre que l'avion atteigne son altitude de croisière avant de sortir des armes dissimulées et de prendre d'assaut le cockpit. Leur objectif était de maîtriser les pilotes, de détourner l'appareil vers la Libye pour s'y ravitailler en carburant, puis de le précipiter sur une zone peuplée de Tel Aviv, transformant un avion de ligne en missile guidé, capable de tuer des centaines, voire des milliers de personnes. Les renseignements provenaient de multiples sources. Des interceptions électroniques avaient capté des communications codées évoquant l'opération. Un agent du Mossad, infiltré au sein des réseaux militants palestiniens à Beyrouth,
avait rapporté avoir entendu parler de l'attaque planifiée lors d'une réunion de préparation à laquelle il avait assisté sous couverture. Les services de renseignement italiens avaient en fourni des informations sur des documents de voyage suspects en cours de préparation pour 3 hommes dont les profils correspondaient à ceux d'opérateurs palestiniens connus. Pris ensemble, ces éléments étaient suffisamment crédibles pour justifier le risque extraordinaire consistant à insérer un agent armé à bord du vol sous couvert d'un rôle d'équipage. Rachel étudia les photographies des 3 pirates, de l'air présumé, mémorisant leurs visages, leurs alias documentés, et leurs schémas comportementaux connus. Elle examina la configuration de l'appareil, un Boeing 707, notant l'emplacement des sorties de secours, des points d'accès au cockpit et des zones de service où les hôtesses travailleraient pendant le vol. Elle s'entraîna à se déplacer dans une maquette de la cabine, apprenant à naviguer dans l'espace confiné, tout en conservant son équilibre lorsque l'avion manœuvrait. L'élément le plus crucial de sa préparation fut l'entraînement aux armes spécifiquement conçues pour les opérations à bord d'un avion. Tirer avec des armes à feu conventionnelles dans un appareil pressurisé en altitude présentait des risques rendant ces armes inadaptées. Une balle perforant le fuselage pouvait provoquer une décompression explosive, entraînant une défaillance structurelle catastrophique, susceptible de détruire l'avion. Même si l'appareil survivait à la dépressurisation initiale, la perte de pression en cabine, à l'altitude de croisière, rendrait passagers et équipage inconscients, en quelques secondes, rendant toute descente contrôlée impossible. Rachel avait donc besoin d'une arme capable de neutraliser une menace sans mettre en péril l'intégrité de l'appareil. La solution fut une arme spécialisée de combat rapproché, développée par la division technique du Mossad spécifiquement pour les opérations aériennes. Il s'agissait d'un pic à glace modifié, doté d'une lame en titane, renforcée conçue pour pénétrer les vêtements et la chair, avec un minimum de force, tout en étant suffisamment petite pour être dissimulée dans l'uniforme d'une hôtesse de l'air. L'arme n'était efficace qu'à très courte distance, obligeant l'opératrice à se trouver à portée de bras de la cible, mais elle offrait l'avantage essentiel de ne présenter aucun risque pour les systèmes de l'avion. Rachel passa des heures à s'entraîner avec cette arme, apprenant les angles précis et la force nécessaire pour porter des coups mortels capables d'incapaciter instantanément une cible sans lui laisser le temps de crier ou d'alerter ses complices. L'entraînement se déroulait sur des mannequins en gel, simulant la densité des tissus humains, lui permettant de développer une mémoire musculaire pour les gestes exacts requis. Elle répéta les frappes depuis différentes positions, reproduisant les espaces confinés et les angles inconfortables auxquels elle pourrait être confrontée à bord d'un avion. Les instructeurs insistèrent sur le fait que l'hésitation serait fatale et qu'une fois l'attaque engagée, elle devait aller jusqu'au bout avec une conviction absolue, quelle que soit la réaction de la cible. À la fin de l'entraînement, Rachel était capable d'exécuter le geste mortel en moins de 2 secondes, une vitesse qui transformait le pic à glace d'un simple outil en une arme létale entre les mains de quelqu'un qui savait exactement où et comment frapper. Le plan opérationnel exigeait que Rachel embarque à Rome sous une fausse identité appuyée par de faux documents du personnel d'El Al. Elle rejoindrait l'équipage légitime lors des préparatifs avant le vol, se présentant comme une remplaçante temporaire d'une hôtesse tombée malade. Le remplacement officiel avait été arrangé par le Mossad grâce à un agent fiable au sein du service de planification du personnel d'El Al, qui croyait simplement aider à pallier un manque d'effectifs. Les membres de l'équipage
n'avaient aucune raison de remettre en question la présence de Rachel, les remplacements temporaires étant courants dans les opérations aériennes. Une fois à bord, Rachel travaillerait normalement pendant l'embarquement, observant les passagers à la recherche d'indicateurs comportementaux susceptibles de confirmer ou d'infirmer les renseignements concernant le détournement prévu. Les pirates de l'air présumés étaient censés embarquer séparément et occuper des sièges répartis dans la cabine afin de maximiser leur capacité à contrôler les passagers une fois l'opération lancée. Si Rachel confirmait la présence des suspects, elle attendrait après le décollage lorsque les passagers se seraient installés et que l'équipage commencerait le service des repas. À ce moment-là, elle se déplacerait dans la cabine en proposant des boissons, utilisant le service comme couverture pour se positionner successivement près de chaque pirate de l'air. Lorsqu'elle atteindrait chaque cible, elle engagerait une brève conversation pour confirmer son identité, puis porterait le coup avec le pic à glace, dissimulé en fonçant la lame dans des points précis, du cou ou de la poitrine, afin de provoquer une incapacitation immédiate et une mort rapide par hémorragie ou défaillance respiratoire. Les attaques devaient être exécutées en succession rapide pour empêcher tout pirate de l'air de réaliser que ses complices étaient en train d'être tués et de déclencher l'attaque prématurément. Le calendrier ne laissait qu'environ 3 à 5 minutes pour neutraliser les 3 cibles une fenêtre extrêmement étroite, exigeant une exécution parfaite, sans la moindre hésitation ni erreur. Les risques étaient extraordinaires. Si Rachel identifiait à tort un passager comme pirate de l'air et tuait un innocent, l'opération deviendrait un échec catastrophique avec des conséquences juridiques et diplomatiques susceptibles de nuire gravement à Israël sur la scène internationale. Si l'un des pirates détectait la menace et lançait l'attaque avant que les 3 ne soient neutralisés, passagers et équipage mourraient dans la violence qui s'ensuivrait. Si la couverture de Rachel était compromise avant qu'elle puisse agir, les pirates pourraient paniquer et attaquer immédiatement, ou bien abandonner et s'échapper pour préparer des attentats futurs plus difficiles à anticiper. Chaque élément de l'opération dépendait du jugement de Rachel, de sa capacité à identifier correctement les menaces sous pression et de sa volonté de commettre une violence irréversible sur la base de renseignements qui, aussi crédibles soient-ils, ne pouvaient jamais être absolument certains. Le 14 septembre, Rachel prit un vol commercial de Tel Aviv à Rome, voyageant sous une fausse identité en tant que simple citoyenne, sans lien apparent avec le renseignement israélien. Elle s'enregistra dans un hôtel modeste près de l'aéroport, passa la soirée à revoir les plans opérationnels et à mémoriser les listes de passagers, puis dormit de manière agitée, en répétant mentalement la séquence d'actions qu'elle devrait exécuter le lendemain. Elle se réveilla avant l'aube, se doucha et enfila l'uniforme d'hôtesse d'El Al, qui avait été livré dans sa chambre par un coursier du Mossad. Elle s'examina dans le miroir, notant comment l'uniforme transformait son apparence, la rendant à la fois professionnelle et parfaitement banale. Exactement le type de membre d'équipage qui se fond dans la perception périphérique des passagers, sans attirer leur attention consciente. Elle dissimula le pic à glace dans une poche spécialement modifiée, cousue à l'intérieur de la doublure de son uniforme, placée de manière à pouvoir l'atteindre instantanément de la main droite, tout en conservant une posture naturelle. À l'aéroport, Rachel rencontra l'équipage légitime lors du briefing d'avant-vol. Elle se présenta sous le nom de Sarah Levy, la remplaçante temporaire, et montra les faux documents du personnel, attestant qu'elle était une hôtesse expérimentée basée à Tel Aviv, appelée à remplacer au dernier moment une collègue malade.
La chef de cabine l'accueillit chaleureusement, reconnaissante de disposer d'un effectif suffisant pour un vol qui s'annonçait complet. Rachel participa aux procédures standards d'avant-vol, révisant avec l'équipage les protocoles de sécurité et les procédures d'urgence, inspectant les équipements de secours de l'appareil et préparant l'office pour le service des repas. Tout se déroula exactement comme sur n'importe quel vol ordinaire, Rachel accomplissant ses tâches avec un professionnalisme tel que personne ne remit en question ses qualifications ni sa présence. L'embarquement commença à 14 heures. Rachel se positionna près de l'entrée de l'appareil, saluant les passagers avec des sourires maîtrisés et les aidant à trouver leur siège. Elle observa attentivement chaque passager montant à bord, comparant les visages aux photographies qu'elle avait mémorisées pendant son entraînement. Le premier pirate de l'air présumé embarqua à 14h17. Il correspondait parfaitement aux photos des services de renseignement, un homme de la fin de la vingtaine, voyageant sous le nom de Marco Rossetti, selon sa carte d'embarquement, mais dont les traits et l'allure suggéraient une origine moyen-orientale, plutôt qu'italienne. Il portait une petite mallette et un costume sombre, légèrement trop formel pour un voyage ordinaire, un détail qui renforça les soupçons de Rachel. Il prit place au rang 12, sur un siège central, offrant une mobilité limitée, mais lui permettant d'observer à la fois l'avant de la cabine et la porte du cockpit. Rachel nota son emplacement et poursuivit l'accueil des passagers, maintenant sa couverture tout en cherchant les autres suspects. Le second suspect embarqua à 14h31, correspondant lui aussi au profil du renseignement. Il voyageait sous le nom de Giovanni Bellini, ne portait qu'une veste en cuir et un journal, et s'assit au rang 24 près de l'arrière de la cabine. Son regard balayait l'appareil, avec une attention méthodique évoquant un entraînement militaire ou une planification opérationnelle, plutôt qu'une curiosité de touriste. Rachel le vit s'attarder légèrement trop longtemps sur la porte du cockpit et les issues de secours, un comportement cohérent avec quelqu'un préparant une action violente et cherchant à comprendre la configuration de l'avion. Le troisième suspect n'embarqua pas. À 14h50, tous les passagers, sauf un, avaient pris place. Et le passager manquant n'était pas l'un des pirates présumés, mais un tout autre voyageur, dont l'absence créa un léger problème administratif pour les agents de porte sans constituer de préoccupation opérationnelle pour la mission de Rachel. Elle se retrouva face à une décision. 2 des 3 pirates présumés éteignent à bord leur présence et leur comportement correspondant aux prévisions du renseignement. Mais l'absence du troisième introduisait une incertitude. Avait-il été arrêté? L'opération avait-elle été annulée? Existait-il d'autres pirates non identifiés par le renseignement? Rachel n'avait aucun moyen de communiquer avec ses responsables du Mossad sans compromettre sa couverture, et l'avion devait décoller dans moins de 10 minutes. Elle prit la décision que ses supérieurs lui avaient confiée le soin de prendre. 2 menaces, confirmées à bord d'un avion rempli de passagers innocents, constituaient une justification suffisante pour poursuivre l'opération. Si l'absence du troisième pirate signifiait que l'attaque avait été annulée, tuer 2 hommes qui n'avaient pas encore agi relèverait juridiquement du meurtre. Mais Rachel avait été entraînée à privilégier la réussite de la mission, plutôt que les subtilités légales, convaincue que le renseignement israélien la protégerait de toute poursuite si l'opération devenait publique. À 15h05, l'avion quitta la porte d'embarquement et se dirigea vers la piste. Rachel se déplaça dans la cabine, pendant le roulage, effectuant la démonstration de sécurité standard que les passagers ignoraient en feuilletant des magazines ou en ajustant leurs sièges. Elle nota la position des 2 suspects
tous deux assis calmement, sans signe apparent de nervosité ou d'anticipation inhabituelle. L'appareil décolla à 15h18, traversant des nuages épars, pour atteindre un ciel dégagé au-dessus de la Méditerranée. Une fois l'altitude de croisière atteinte et le signal ceinture éteint, Rachel et les autres hôtesses commencèrent à préparer le service des repas. Elle travailla dans l'office, avant réchauffant des plats préparés et chargeant les chariots de boissons, tout en échangeant avec sa collègue une conversation agréable et sans relief, exactement le genre de bavardage que les membres d'équipage utilisent pour passer le temps lors des vols routiniers. À 16h, Rachel commença à parcourir la cabine avec le chariot de boissons, proposant des rafraîchissements aux passagers selon la progression habituelle de l'avant vers l'arrière. Elle arriva au rang 12, où se trouvait le premier pirate présumé. Elle lui sourit chaleureusement et lui demanda dans un anglais à l'accent italien ce qu'il désirait boire. Il demanda un café noir, parlant avec un accent qui confirma l'évaluation de Rachel, selon laquelle il n'était pas réellement italien malgré son passeport. Elle versa le café, se pencha pour le poser sur la tablette, et à cet instant, sa main droite se mit en mouvement, avec la précision acquise au fil d'innombrables répétitions d'entraînement. Le pic à glace jaillit de sa poche dissimulée, et elle enfonça la lame dans le côté gauche de son cou avec l'angle précis, permettant de sectionner simultanément l'artère carotide et la veine jugulaire, provoquant une hémorragie interne massive qui entraînerait une perte de conscience en quelques secondes et la mort en quelques minutes. Le coup fut si rapide et si précis que le pirate de l'air n'eut pas le temps de réagir. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur, sa main se porta vers son cou, mais Rachel retirait déjà la lame et poussait le chariot de boissons vers l'avant, tandis que l'homme s'affaissait sur son siège, la tête tombant en avant sur la tablette, comme s'il s'était simplement endormi. Du sang s'écoulait de la blessure, mais ses vêtements et le siège l'absorbaient d'une manière qui n'était pas immédiatement visible pour les passagers voisins occupés à lire ou à regarder le film de bord. Rachel poursuivit sa progression dans l'allée proposant des boissons aux autres passagers, avec le même professionnalisme chaleureux qu'elle avait affiché depuis l'embarquement, sans montrer le moindre signe extérieur de la violence qu'elle venait de commettre. Elle atteignit le rang 24 à 16h07. Le second pirate de l'air présumé lisait un journal lorsque Rachel s'arrêta à côté de son siège et lui demanda ce qu'il souhaitait boire. Il leva les yeux, croisa son regard, et à cet instant, Rachel vit une lueur de reconnaissance traverser son visage. Il avait compris que quelque chose n'allait pas, un détail ou un instinct l'alertant du danger. Sa main se dirigea vers sa ceinture, là où les renseignements indiquaient que les pirates dissimuleraient leurs armes. Rachel n'hésita pas. Elle laissa tomber la boisson, qu'elle tenait provoquant une éclaboussure et une diversion, puis enfonça le pic à glace dans sa poitrine avec une force suffisante pour traverser le sternum et percer le cœur. Le pirate haleta les yeux fixés sur le visage de Rachel, avec une expression de fureur et d'incrédulité, puis son corps se relâcha lorsque son cœur cessa d'irriguer son cerveau. Rachel retira la lame, la dissimula à nouveau dans la poche de son uniforme et s'excusa bruyamment en italien pour avoir renversé la boisson, créant une petite agitation qui expliquait sa position agenouillée près du passager et lui offrait une couverture pour s'assurer qu'il était bien mort. Elle posa ses doigts sur son cou, ne sentit aucun pouls, puis se releva et continua à pousser le chariot le long de l'allée, tandis que son cœur battait à tout rompre et que l'adrénaline envahissait son corps.
Derrière elle, 2 hommes gisaient morts sur leur siège, et aucun des passagers alentour n'avait la moindre idée qu'ils venaient d'assister à une exécution. Le reste du vol se déroula normalement. Les passagers mangèrent leur repas, regardèrent des films dormir, ou lurent des livres. Les 2 pirates de l'air mort restèrent assis à leur place, apparaissant aux autres voyageurs comme de simples passagers, endormis pendant le vol. Personne ne pensa à vérifier s'ils respiraient, ni ne remarqua les petites quantités de sang ayant imprégné leurs vêtements. Rachel poursuivit son service, distribuant repas et boissons, souriant aux passagers et conservant l'attitude professionnelle qui constituait sa couverture. Intérieurement, elle assimilait ce qu'elle venait de faire, la sensation du pic à glace pénétrant la chair humaine, le regard du second pirate lorsqu'il avait compris qu'il mourait, et la conscience qu'elle venait de tuer 2 hommes sur la base de renseignements qui auraient pu être erronés. L'avion atterrit à Tel Aviv à 19h30, tandis que les passagers commencèrent à rassembler leurs affaires et à se préparer au débarquement. Rachel parcourut la cabine pour les vérifications finales. Elle atteignit le rang 12 et secoua doucement l'épaule du premier pirate, l'appelant comme pour réveiller un passager endormi. N'obtenant aucune réaction, elle appela la chef de cabine, qui tenta à son tour de réveiller l'homme, et comprit rapidement que quelque chose n'allait pas. La même scène se reproduisit avec le second corps, au rang 24, du personnel médical, fut appelé et les passagers furent priés de rester assis pendant que les secours montaient à bord de l'appareil. Rachel demeura dans son rôle, exprimant choc et inquiétude, comme les autres membres d'équipage, répondant aux questions de la sécurité aéroportuaire sur d'éventuelles anomalies qu'elle aurait remarquées concernant les 2 passagers pendant le vol. Elle fournit sa fausse identité et ses coordonnées, sachant que le Mossad veillerait à ce que ces informations soient crédibles en cas de vérification. Les corps furent retirés de l'avion et les passagers furent enfin autorisés à débarquer, beaucoup d'entre eux, bouleversés par ces morts, inattendues, sans savoir qu'ils avaient été les cibles d'un détournement planifié, empêché par la femme qui leur avait servi du café. Rachel quitta l'appareil, avec l'équipage légitime, maintint sa couverture, lors du débriefing avec la direction de la compagnie aérienne, puis se sépara discrètement du groupe. Une fois dans le terminal, elle se changea dans les toilettes de l'aéroport, se débarrassa du pic à glace dans une poubelle, où il serait collecté et incinéré avec les autres déchets, puis quitta l'aéroport comme une passagère ordinaire. Un chauffeur du Mossad la récupéra à l'extérieur du terminal et la conduisit vers une maison sûre, où des responsables du débriefing opérationnel l'attendaient, pour entendre son récit de ce qui s'était déroulé à bord du vol 426. L'enquête sur les 2 décès se concentra d'abord sur des causes médicales, possibles des crises cardiaques ou d'autres incidents naturels, pouvant expliquer pourquoi 2 hommes, apparemment en bonne santé, étaient morts simultanément au cours du même vol. Mais les examens d'autopsie révélèrent la vérité. Les 2 hommes avaient été tués par des frappes précises d'une lame étroite, ayant sectionné des vaisseaux sanguins majeurs et provoqué des hémorragies internes mortelles. Les blessures correspondaient clairement à une exécution ciblée, plutôt qu'à une urgence médicale, et les services de renseignement israéliens prirent rapidement le contrôle de l'enquête, classifiant l'ensemble des conclusions comme secret d'État qui ne seraient jamais rendues publiques. Les fouilles des effets personnels des 2 hommes révélèrent des composants d'armes habilement dissimulés, de manière à déjouer les contrôles de sécurité aéroportuaires. Des pièces d'armes à feu démontées étaient recachées dans de faux fonds de mallettes. Des composés explosifs étaient déguisés en produits de toilette
anodin, et des notes manuscrites en arabe détaillaient un plan correspondant exactement à ce qu'avaient anticipé les services de renseignement israéliens. Les deux hommes furent formellement identifiés comme membres de la faction dissidente du FPLP, et des documents retrouvés dans leur chambre d'hôtel à Rome révélèrent qu'un troisième pirate de l'air faisait bien partie de l'opération prévue, mais qu'il avait été arrêté par la police italienne la veille du vol pour des faits criminels sans lien avec le détournement. Une coïncidence qui avait perturbé le plan sans toutefois l'annuler. L'opération fut classifiée au plus haut niveau du renseignement israélien. Les membres légitimes de l'équipage d'El Al, ayant travaillé sur le vol 426, furent débriefés et sommés de ne jamais évoquer publiquement l'incident, une demande qu'ils acceptèrent, compte tenu des évidentes implications pour la sécurité nationale. Les passagers présents à bord furent contactés par les services de sécurité israéliens et invités à signer des accords de confidentialité en échange d'une compensation financière modeste, garantissant ainsi leur silence sur les décès dont ils avaient été témoins. L'ensemble de l'opération disparut dans les archives classifiées du Mossad, consignées dans des dossiers destinés à rester scellés pendant des décennies, voire plus longtemps encore. Rachel fut soumise à une évaluation psychologique afin de mesurer l'impact de son premier homicide opérationnel. Les responsables du débriefing s'intéressaient tout particulièrement à l'éventuelle hésitation ou au conflit moral qu'elle aurait pu éprouver lors des frappes à l'influence des morts sur son sommeil ou son état émotionnel et à sa capacité à mener des opérations similaires à l'avenir. Elle déclara avoir exécuté la mission exactement comme elle y avait été formée, n'avoir ressenti aucune hésitation au moment des frappes elles-mêmes, mais être en train de traiter des émotions complexes liées au fait d'avoir tué deux hommes qui, au moment de leur mort, n'avaient encore commis aucun acte violent. Les responsables la rassurèrent en affirmant que ces actions avaient sauvé des centaines de vies, que l'intention des pirates de l'air était clairement établie par les armes et les documents qu'ils transportaient, et qu'elle avait agi exactement comme le renseignement israélien attendait de ses agents, dans des situations où les menaces devaient être neutralisées avant de se transformer en violence réelle. Pour Rachel, cette opération marqua une transformation profonde. Elle passa du statut d'analyste du renseignement et d'agente sous couverture à celui de personne ayant franchi le seuil ultime séparant le travail de renseignement de l'action directe. Elle n'avait pas tué en légitime défense ni au combat, mais avait exécuté de sang-froid une mission l'obligeant à approcher des hommes sans méfiance et à les assassiner alors qu'ils étaient assis paisiblement sur leur siège. L'impact psychologique se manifesta progressivement au fil des années, tandis qu'elle tentait de comprendre ce que signifiait être devenu quelqu'un capable de tels actes, d'avoir intériorisé une logique opérationnelle, autorisant le meurtre sur la base de menaces anticipées, plutôt que d'actions réellement commises, et de porter à jamais la certitude d'avoir ôté des vies irréversibles, quelle que soit la justification avancée par les impératifs de sécurité. Elle continua à travailler pour le Mossad au début des années 1980, participant à diverses opérations, exigeant sa combinaison particulière de compétences linguistiques, d'expérience opérationnelle et de résilience psychologique. Mais l'opération du vol 426 demeura sa mission la plus marquante, celle qui démontra à la fois les capacités extraordinaires du renseignement israélien lorsqu'il opérait à son efficacité maximale et la profonde complexité morale du contre-terrorisme qui exige parfois de tuer des individus n'ayant pas encore commis les crimes qu'ils projettent. En 1984, Rachel quitta le service opérationnel et se reconvertit dans la formation, enseignant aux nouvelles recrues les compétences qu'elle avait maîtrisées, tout en étant hantée
par la question de savoir si ces compétences devaient être transmises, si créer davantage d'agents capables de ce qu'elle avait accompli à bord du vol 426 rendait Israël plus sûr, ou ne faisait que perpétuer des cycles de violence incapables de résoudre les conflits profonds à l'origine du terrorisme. L'opération devint elle-même une étude de cas au sein des communautés du renseignement du monde entier, analysée pour son exécution tactique et débattue pour ses implications éthiques. Les services israéliens avaient-ils l'autorité légale ou morale de tuer des pirates de l'air présumé avant qu'ils n'aient effectivement tenté de détourner l'avion? Les actions de Rachel étaient-elles justifiées par les renseignements sur l'attaque planifiée, ou constituaient-elles un meurtre prémédité ayant simplement empêché un crime qui n'aurait peut-être jamais eu lieu? Ces questions n'ont pas de réponse simple et se situent dans une zone grise entre le droit et la sécurité, entre les droits individuels et la protection collective, entre l'interdiction de tuer et la responsabilité de protéger des vies innocentes contre ceux qui veulent leur nuire. Ce qui demeure incontestable, c'est que le 15 septembre 1978, environ 180 passagers et membres d'équipage à bord du vol 426 d'El Al-Reliant Rome à Tel Aviv arrivèrent sains et saufs en Israël, sans jamais savoir qu'ils avaient été les cibles d'un complot de détournement qui aurait pu les tuer tous. Ils débarquèrent, récupérèrent leurs bagages et rentrèrent chez eux, auprès de leur famille, totalement inconscients que l'aimable hôtesse de l'air, qui leur avait servi des boissons durant le vol, leur avait sauvé la vie en exécutant 2 hommes assis à proximité. La guerre invisible contre le terrorisme s'était jouée à 30 000 pieds d'altitude, là où une opératrice formée pour tuer avait accompli sa mission avec précision et sans hésitation, avant de disparaître dans l'anonymat, tandis que ceux qu'elle avait sauvés poursuivaient leur existence dans l'ignorance totale de la proximité du désastre auquel ils avaient échappé